Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nicolas André, je suis auteur de quelques livres sur les bénéfices du cheminement psychothérapeutique dans une vie humaine. Alors, je vais dans cette série de replays vous proposer quelques conférences que j'ai données à la Halograin de Lavore, dans le Tarn, durant la saison 2023-2024 de l'association Regard sur le bonheur. Alors on va commencer aujourd'hui par une conférence que j'ai donnée le 17 octobre sur le thème le couple tremplin de notre évolution. Alors ces conférences sont toutes structurées de la même façon, c'est-à-dire que je propose dans un premier temps un texte au public. Ce texte a pour vocation de permettre d'alimenter à la fin de la conférence un jeu de questions-réponses, un jeu d'échange et de partage avec le public. Alors on commence par une histoire. Elle se passe dans un monde dominé par une espèce qui a la particularité d'être hermaphrodite. Chaque membre possède les caractéristiques sexuelles mâles et femelles, ce qui implique que personne n'a à se rapprocher de qui que ce soit pour assurer la pérennité de l'espèce. C'est un tout en un, bien pratique et confortable. Aucune violence commise sous l'emprise du désir, aucune catégorisation de genre et aucun rejet ou prise de pouvoir sous le prétexte d'être un homme ou une femme. C'est donc une différence de moins pour faciliter une cohabitation tranquille entre les membres de l'espèce. Chacun évolue de façon assez linéaire. Les expériences amènent à intégrer ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour vivre des expériences agréables ou désagréables. Chacun trace son chemin sans avoir à prendre en compte la vie d'un compagnon de route. Un monde apparemment promis à la paix et à l'harmonie, sauf que ça ne se passe pas du tout comme ça. Comme rien ne pousse à approcher l'autre de près, les convictions n'ont pas l'occasion d'être remises en cause et elles s'empilent les unes sur les autres jusqu'à former de véritables murs. Chacun vit ancré dans ses certitudes, souvent retranché dans son fortin avec les êtres qui entretiennent les mêmes. Finalement, ce monde est très loin de la paix, l'exclusion, le rejet, le jugement, l'isolement, le mal-être y sont omniprésents. Fin de l'histoire, et bonne nouvelle, nous ne vivons pas dans ce monde, et sur notre planète, nous avons le sexe. Et le sexe a donné naissance au couple. Où en serions-nous sans eux? Prenons l'exemple de l'escargot. Bon, le rapprochement est un peu caricatural. Hermaphrodite, tranquille, pas de compagnon ou compagne pour l'embêter. Mais il n'avance pas très vite. L'image est facile, mais si le sexe n'existait pas, nous serions un peu comme des escargots. Rien ne nous pousserait à nous accoupler pour préserver l'espèce. Donc rien ne nous pousserait à relationner intimement avec quelqu'un de très, et quelquefois très très différent de nous. Alors, cette conférence s'intitule « Le couple tremplin de notre évolution » et le titre pourrait paraître un peu pompeux. Pourtant, je vais vous proposer ce soir de découvrir le lien puissant qui existe entre les deux. Comment ils s'associent pour nous faire avancer vers ce qu'il y a de plus grand en nous. Quand j'ai perdu l'environnement sécurisant de ma famille, j'ai cherché ce qui pourrait remplacer mon besoin de ne plus être seul et surtout mon besoin d'être aimé. J'ai projeté ces vertus sur le couple et j'ai demandé à chacune de mes compagnes de satisfaire mes besoins. Ces relations ont été bancales, insatisfaisantes, pleines de difficultés et de conflits, jusqu'à la rencontre avec mon épouse. J'ai compris alors que si l'amour était bien au centre de ma vie, ce qui me grandirait, ce qui me ferait le plus évoluer, ne serait pas de chercher à en recevoir le plus possible, mais de parvenir à en offrir le plus possible. Je crois que l'essentiel de notre évolution passe par ce changement de modèle, car
Comme il est difficile de véritablement aimer sans se sentir autonome, sans avoir un minimum d'estime de soi, sans s'aimer un tant soit peu, sans se sentir à sa place, avancer sur ce chemin, c'est avancer vers une plus belle version de soi. Cette progression se fait au fil des expériences quand nous faisons le choix de les utiliser pour cela. Parmi celles offertes dans les contextes professionnels, publics, amicaux, celles vécues dans le couple portent un potentiel de transformation sans égal. Tirer parti de l'expérience. Comme vous toutes et tous, j'en ai vécu une multitude d'agréables et de désagréables. Les premières ne m'ont pas amené à me poser beaucoup de questions, et c'est tant mieux. Il est peut-être plus important d'en profiter dans l'instant présent, et c'est ce qui a participé longtemps à me rendre heureux, même si c'était de façon assez éphémère. Par contre, les désagréables et les très désagréables ne m'ont pas vraiment donné envie d'y revenir. J'ai donc essayé de comprendre si elles étaient le fruit du hasard ou si elles avaient un sens, si elles jouaient un rôle particulier dans ma vie. Le premier bénéfice de mes expériences désagréables est donc de m'avoir poussé à me poser des questions. Alors, j'aime pas trop l'idée d'un monde où rôde le hasard, un monde sans queue ni tête, dans lequel n'importe quoi peut me tomber sur la tête sans que cela ait un sens. Je préfère toujours préserver l'idée que je ne suis pas une victime du sort. Je cherche toujours quelle peut bien être ma responsabilité dans chacune de mes expériences pour me donner la possibilité de donner de nouvelles directions à ma vie. Et quand je ne trouve pas le sens de l'expérience, j'accepte que, là où j'en suis, je ne suis pas encore en mesure de le comprendre. Mais dans tous les cas, je ne doute jamais qu'il y ait un sens. Revenons aux expériences désagréables. Pourquoi sont-elles présentes? Si le hasard n'a rien à voir là-dedans, peut-être ont-elles un rapport avec ma façon de voir les choses, ma façon de me comporter, ma façon d'interagir avec mon environnement. Je crois que c'est fondamentalement le rôle de l'expérience. M'amener à considérer l'éventualité, ce que je pense, dis et fais génère plus ou moins directement les expériences qui me sont proposées. Donc la grande question est comment mesurer ma part de responsabilité dans une expérience? Pour ma part, j'utilise deux outils. Le premier est mon mental, ma capacité à raisonner, et le second, ce que je ressens. Quand j'analyse une situation avec mon mental, j'utilise un référentiel qui m'est propre. Je l'ai construit au fil des ans, je le connais bien, il me rassure. Le problème, c'est que c'est ce référentiel, dans lequel je me sens forcément confortable, qui a probablement généré l'expérience désagréable. Il est donc difficile de m'appuyer dessus pour le remettre en question. Exemple, en traversant la rue, je me fais peur parce qu'un véhicule roulant à vive allure pile juste devant moi. Ma tête analyse rapidement. Je n'étais peut-être pas super attentif, mais surtout, le conducteur roulait vraiment trop vite. J'en conclus qu'il est le seul responsable de la situation. En conséquence, je ne peux rien faire pour éviter qu'elle se reproduise. L'autre outil qui m'aide à changer mon référentiel, c'est utiliser ce que je ressens. Ce que mon intégrité, mon cœur, mon âme ou ma conscience, vous l'appelez comme vous voulez, me disent. Car au-delà de ce que me dit ma tête, je perçois intuitivement une réalité plus subtile. On revient sur l'exemple précédent. En traversant la rue, je me fais peur parce qu'un véhicule roulant à vive allure pile devant moi. Si je prends mon temps avant d'asséner un jugement, je constaterai que certes le véhicule roulait un peu vite, mais je sentirai peut-être au fond de moi et surtout j'accepterai que je n'ai peut-être pas été assez attentif. Et j'en conclurai que je suis le premier responsable.
La conséquence, c'est que je me donnerai le pouvoir de faire quelque chose pour éviter que la situation se reproduise. Le résultat, comme vous le voyez, n'est pas du tout le même. La première posture me victimise, la seconde me responsabilise. Et je ne parle pas de culpabilité. Alors, comment changer le référentiel qui m'amène à l'une ou l'autre de ces postures? Le contexte le plus propice à l'enrichissement de mon référentiel a été l'interaction avec l'autre. Dans un échange, c'est l'importance que je lui donne qui détermine l'importance de ce qu'il me dit. Exemple, si une personne croisée dans la rue me prodigue un conseil, je le prends moins en compte que s'il m'est donné par un proche. Donc, plus je fais entrer une personne dans ma sphère personnelle, plus je lui donne le pouvoir d'interagir sur mon référentiel. Si la personne le bouscule, une des conséquences sera que je vais avoir tendance à la conserver près de moi si j'ai envie de changer, et de l'éloigner de moi si je n'en ai pas envie. Exemple, j'ai construit une façon de penser, de parler, d'agir, organisée autour de l'idée que la vie est dure et difficile. Je me sens dans une forme de sécurité soutenue par cette certitude. Si une personne tend à me faire la remettre en question et si je n'en ai pas envie, je vais plus ou moins consciemment la tenir à distance. Pour avancer vers mon mieux-être, j'ai donc choisi d'abord de toujours chercher quelle pourrait être ma responsabilité dans les expériences que je traverse. Ensuite, si elles ne me conviennent pas, d'essayer de changer ce qui m'amène à les attirer à moi et pour cela d'essayer de faire évoluer mon référentiel. Nous avons vu tout à l'heure que cette évolution dépend des personnes à qui nous donnons de l'importance. Or, celle qui m'est la plus proche, à qui je donne le plus d'importance, dont j'écoute les retours même s'ils ne me caressent pas toujours dans le sens du poil, est la personne avec laquelle je forme un couple. Quelle que soit ma capacité à m'ouvrir à d'autres façons de voir les choses, c'est cette personne qui m'amène le plus, quelles que soient les difficultés, à reconsidérer la mienne. Quand je laisse une personne entrer dans mon intimité, je la laisse s'approcher de mes zones les plus sensibles, voire douloureuses. Ce qui m'a construit, mon enfance, mes traumatismes, la façon dont j'y ai répondu tant bien que mal en construisant un échafaudage plus ou moins stable, tout cela me fait appeler à moi la personne qui va me rappeler sa fragilité pour m'aider à le reconsidérer. Je crois qu'au-delà des premiers mois d'extase entretenus par une sexualité très présente et une visibilité restreinte qui est de qui est réellement l'autre, au-delà d'accueillir la vie, un des rôles du couple, c'est d'être un extraordinaire champ d'expérience qui m'aide à reconsidérer ce qui, en moi, peut générer des expériences désagréables. Voyons voir si ces exemples vous parlent. Exemple 1. Je suis très stressé par le fait de considérer devoir arriver exactement et systématiquement à l'heure à tous mes rendez-vous, quelle que soit leur importance. Je vais certainement appeler à moi une personne qui va fonctionner très différemment, jusqu'à m'exaspérer, pour m'amener à reconsidérer ma posture et mesurer l'intérêt réel de préserver ce stress qui, en fait, m'asphyxie peu à peu. Ça vous parle? Exemple 2. Je suis habité en permanence d'un sentiment d'insécurité. Je peux attirer dans ma vie une personne qui va générer des situations amplifiant le sentiment pour me pousser à en prendre conscience et à réagir. Exemple 3. La sexualité prend une place considérable dans ma vie et absorbe une part significative de mon énergie. Je peux attirer à moi une personne beaucoup plus
distancié qui va m'aider à relativiser ce que je crois être un besoin pour utiliser mon énergie à quelque chose de plus équilibrant et durable. Exemple 4. Contrôler ma vie ou croire que je la contrôle me rassure. Je peux appeler à moi une personne pour laquelle ce comportement sera parfaitement insupportable pour me pousser à reconsidérer ma posture. Mais je peux aussi appeler une personne encore plus obsédée par le contrôle pour me faire pleinement vivre le poids de ce que j'inflige aux autres, etc., etc. Bien sûr, lorsque ces difficultés surviennent, j'ai toujours la possibilité de quitter mon partenaire. Mais il y a de fortes probabilités que le suivant me confronte à la même problématique et que m'en débarrasser encore n'y changera rien. Le plat risque de m'être repassé indéfiniment et de moins en moins digeste. J'ai aussi la possibilité de comprendre le sens de l'expérience, d'accepter qu'une part de moi a appelé cette personne pour m'aider à comprendre quelque chose qui m'appartient, pour m'aider à progresser. Ce contexte unique m'offre en plus un atout maître pour me remonter les manches et commencer à changer, car pour soulever les montagnes, rien de tel que l'amour. Ce que je n'ai pu réaliser pour moi, je peux commencer à le faire pour l'autre avant de comprendre que je le fais aussi pour moi, entre autres pour l'estime que cela va apporter. Une autre façon de voir le couple, c'est de l'imaginer comme deux miroirs face à face. J'exprime, étymologiquement je presse hors de moi, quelque chose que je lui envoie. J'en obtiens un retour différencié parce que enrichi de tout ce qu'il est. Exemple, je fais part d'un point de vue sur une situation à ma compagne, elle le reçoit et va me retourner le sien enrichi de son référentiel, de tout ce qu'elle est, et ainsi de suite. On va faire une mise en contexte. Tout à l'heure, nous commencerons à échanger. En retour à ce que je vous ai envoyé, vous allez me poser des questions qui seront nourries de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous êtes, de votre référentiel. Chaque fois que ce rayon que j'espère lumineux ira de vous à moi, il s'enrichira et nous permettra d'affiner nos perceptions et compréhensions en fonction de la considération et de la bienveillance que nous nous prêtons. Une des particularités de cet échange est que vous vous tenez à 4 ou 5 mètres de moi, physiquement et affectivement, parce que nous nous connaissons peu. Maintenant, je m'imagine dans mon couple. Au lieu d'être à 4 mètres, le miroir est à 10 cm. C'est le miroir le plus proche que je peux mettre face à moi. C'est le miroir devant lequel je vais le plus me mettre à nu. Il a la capacité de capter tout ce que je lui envoie avec une précision incomparable. Ce miroir a la capacité de me donner un retour enrichi de son référentiel et un référentiel que j'ai choisi de faire entrer dans ma vie. En plus, il me le retourne nourri d'un ingrédient universel. Si j'accepte que l'autre n'est pas mon ennemi, je peux y ressentir plus d'amour et de bienveillance que dans n'importe laquelle de mes relations. Un des plus grands obstacles pour transformer l'expérience désagréable en cadeau est de considérer que ni l'univers, ni ma compagne ou compagnon sont mes ennemis. Le premier a ses lois que je ne suis pas encore en mesure d'appréhender dans leur complexité. La seconde fait ce qu'elle peut avec ses difficultés, ses traumatismes et son histoire. Mais surtout, elle est là parce qu'à un moment ou à un autre, et certainement aujourd'hui encore, elle-même. Pour accéder à davantage de mieux-être et d'estime de moi, pour me sentir en paix et à ma place, je crois essentiel de ne pas choisir une posture de victime, ni face à elle, ni face à la vie. Je dois changer mon regard face aux expériences désagréables pour les voir comme des cadeaux que j'ai appelés à moi pour m'aider à changer, à évoluer vers la meilleure version de moi. Pour en revenir
plus spécifiquement au couple, je vous propose de ne jamais oublier que le miroir face à vous ne vous veut pas de mal. Il éclaire et fournit des informations de première main. Si vous arrivez à porter ce regard sur votre relation, vous en ferez le plus performant des outils pour avancer vers la plus glorieuse version de vous. Le cadeau ultime sera que sur ce chemin, vous vous serez débarrassé de l'illusion du besoin enfantin d'être aimé pour devenir un adulte, pour vivre le bonheur sans limite d'aimer l'autre. Sur ce chemin, vous accumulerez tellement d'estime pour vous que vous vous rapprocherez du seul sentiment qui vous rendra définitivement autonome, parce que vous aurez commencé à vous aimer. Comme j'ai tenté d'en témoigner ce soir devant vous, je crois, et c'est avec un grand C que je l'écris, que le couple est l'espace privilégié de mon évolution. Je vous remercie beaucoup de votre attention.